Yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de la Spider Society. Dans un premier temps, je voulais refaire un aparté comme la vidéo précédente, mais je voulais vous dire un immense merci pour tous vos retours sur les vidéos de Miles et de Gwen, parce que vraiment, c'est un truc de fou. On approche pour chaque vidéo des 1000 vues. Ça ne m'est jamais arrivé sur YouTube. Voilà. Donc pour ça, un immense merci parce que ça me pousse à donner le meilleur de moi-même pour vous raconter les histoires de ces différents spiders que j'aime plus les unes que les autres. Et du coup voilà, ça me motive à vraiment pas lâcher le concept. Ne vous en faites pas, il y aura d'autres concepts par la suite sur la vidéo. Je travaille sur ça en ce moment. Et je tiens à poser les bails tout de suite, il n'y aura pas que du Marvel, il y aura tout ce qui est Pokémon, il y aura tout ce qui est League of Legends. J'avais commencé un concept qui s'appelait les contes de l'invocateur, où je vous parlais de l'histoire d'un champion que je choisissais, donc ça je pense que je vais le refaire. Et voilà, il y aura plein d'autres projets, ne vous inquiétez pas, il y aura plein d'autres concepts, parce que même si Marvel est ma passion number one, et surtout l'univers de Spider-Man, je ne me cantonne pas qu'à cet univers et j'en aime plein d'autres. Parenthèse fermée, pour ce 3e épisode, après avoir fait Miles Morales et Gwen Stacy, j'avais envie de faire cette vidéo sur l'un de mes Spiders préférés all time. J'ai même un tatouage représentant ce personnage tellement je l'adore. Il s'agit de nul autre que Hobie Brown, alias Spider-Punk, que vous avez pu découvrir sur le grand écran dans Spider-Man Across the Spider-Verse. Spider-Punk a été créé par Dan Slott et Olivier Coipel, qui d'ailleurs est un auteur de comics français, Cocorico, et il est apparu pour la première fois dans le comics The Amazing Spider-Man volume 3 numéro 10 de janvier 2015. Il faut savoir que de base, il devait avoir un design à la Spider UK, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo de Spider-Gwen, et bien que tout le monde ait aimé le design original qui était prévu de base, Dan Slott a préféré le rendre encore plus punk, ce qui a donné le Spider-Punk qu'on connaît dès à présent. Voilà, ça c'était pour la partie création du personnage. Maintenant, passons à ses origines. C'est parti. Spider-Punk vient de la Terre 138, et pour le coup, il ne s'agit pas d'un variant de Peter Parker, comme certains ont pu le voir dans Across the Spider-Verse. En effet, il s'agit d'un variant de Hobie ou Hobart Brown, le rôdeur de la Terre 616. La Terre 138 est une terre où les USA appliquent un gouvernement fasciste, et au-delà de cela, les jeunes développent une certaine colère envers le pays qu'ils expriment à travers le punk rock. Punk rock qu'ils prévoient d'utiliser pour répondre à l'oppression de ce monde, et vous l'aurez compris, le chef de cette rébellion n'est nul autre que notre Hobie Brown adoré. De base, Hobie était un adolescent squatter qui finira par être mordu par une araignée radioactive créée à cause d'un déversement illégal de produits toxiques, comme il le sera mentionné plus tard dans le comics Spider-Verse 2. Mais malheureusement, on le verra pas, c'est juste mentionné. Cette morsure d'araignée lui donnera bien évidemment des pouvoirs qui sont exactement les mêmes pouvoirs que le Spidey de la Terre 616, et en découvrant qu'il détient ces pouvoirs, il décide de s'en servir pour se battre pour la liberté, et grâce à son influence dans le punk rock, et d'ailleurs son idole du punk c'est Gwen Stacy, je place ça comme ça, il devient ainsi le Spider-Man anarchique de cette réalité, et sera accompagné de son ami Carl Morning-Dew, alias Captain Anarchy, le Captain America de cette terre. Dans le même numéro, on peut voir Spider-Punk et ses acolytes, qui se feront appeler la Spider Army, se tenir face au président des États-Unis, qui n'est nul autre que Norman Osborn, nommé également Ozzy Osbourne, si t'es métalleux t'auras la ref, et à ses forces de police qui sont devenus des sortes de super soldats dopés au symbiote. Parce que oui, il faut le savoir, dans cette réalité, Norman Osborn, qui est à l'origine d'Oscorp sur cette terre également, est aussi à l'origine du symbiote Venom, qui ici représente un acronyme Variable Engagement Neurosensitive Organic Mesh. Au passage, note sur 10 mon accent anglais. Et par conséquent, Osborn utilise Venom sur son département des forces spéciales, qui s'appelle aussi le département Thunderbolt, dans le but de stopper Spider-Punk et sa Spider Army. Mais alors que Norman lui balance un discours bien totalitaire à la tronche en lui disant qu'il est dans le business de rendre l'Amérique encore plus grande, le fameux Make America Great Again, toi-même tu sais, Captain Anarchy ordonne aux troupes de tenir leur position. Mais Spider-Punk, qui avait appris que les symbiotes étaient vulnérables au son très aigu, avait tout prévu. Il fait donc face à Osborn en se mettant sur le toit d'un camion et lui dit que certes, ils n'ont pas la police et les médias de leur côté, mais qu'ils ont la rage de vaincre. C'est alors que Hobie ouvre la remorque du camion sur lequel il se trouvait et révèle une quantité astronomique d'amplis de guitare reliés les uns aux autres et envoie la sauce avec sa guitare électrique, libérant
15 000 volts de punk rock, c'est bon pour vous? Dans le but de séparer les policiers et Osborn de leur symbiote. La Spider Army arrive enfin à prendre le dessus sur les autorités, affaiblis de par l'attaque surprise de Obi. Par la suite, ce dernier rejoint la mêlée et se retrouve face à Ozzy Osbourne. J'adore dire ce nom. Le président sort un revolver et vise Obi en lui disant que ce n'est pas avec 3 cordes de guitare qui va l'arrêter. Mais alors qu'Osborn allait éliminer son adversaire, Obi prend sa guitare et fracasse le crâne de son ennemi, ce qui le tuera. Ah, il rigole? Zéro. Débarrassé de Norman et de son influence malfaisante, le Spider-Man anarchiste se démasque devant toute la foule. Plus tard, le supérieur Spider-Man, dont on parlera plus tard dans une prochaine vidéo, recrutera Obi dans l'armée des Spiders ayant pour but d'arrêter les héritiers. Au passage, j'ai parlé des héritiers vite fait dans ma vidéo sur Gwen Stacy, alors si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Le supérieur Spider-Man le recrute car il le trouve colérique, imprévisible mais aussi très émouvant de par son passif. Spider-Punk rejoint par conséquent son équipe et apportera donc sa contribution dans la chasse des héritiers. Après avoir réussi à les battre, Obi retourne dans son univers mais demande à William Braddock alias Spider UK de prendre ses précautions et de bien surveiller Master Weaver, l'être qui veille sur la toile de la destinée, car il sentait que quelque chose de mauvais le concernant allait arriver. Et pour le coup, il a tapé relativement dans le mille, puisqu'on apprend plus tard que le supérieur Spider-Man a tué Master Weaver, qui s'avère être le futur Karn, un ancien héritier ayant trahi sa famille, dans le but d'essayer de détruire la toile de la destinée. Bien plus tard, une fois rentré dans sa réalité, Obi se fait interrompre en plein concert par Adrian Toomes, le PDG de la boîte Bestman Toomes, qui a utilisé la filiale Tombstone Records pour acheter Free MediaNet, une boîte de prod concurrente, dans le but d'arrêter Spider-Punk et les Spider Slayers, donc à savoir son groupe de punk rock, qui donnait un concert sponsorisé par Free MediaNet. Furieux, Obi se jette sur Adrian Toomes, mais le combat fut vite interrompu par Pigel O'Malley, le Spider Cochon 2099. Oui, il existe bien un Spider Cochon 2099, qui a atterri sur la Terre 138 suite à une faille dans les dimensions. Obi prit ce dernier dans sa toile et l'emmena de force sur la Terre 001, où se trouvaient déjà d'autres Spider-Man. Quand Obi rencontra Gwen, il devint tout excité et se prit d'admiration pour elle, car comme je vous l'avais dit auparavant, sur la Terre de Obi, Gwen Stacy est une immense star de la musique et musicienne de génie, et même selon Obi, la plus talentueuse de sa génération. Parenthèse avec Gwen finie, il repart dans sa réalité avec les autres Spider-Man pour qu'il puisse ainsi constater l'énorme faille dimensionnelle qui était dans le ciel. Soudain, Dr. Doom, ouais, le méchant de Spider-Cochon 2099, est un canard. Tout va bien. Débarque depuis la faille avec toute une armée de Duckbots. Alors que les Web Warriors se trouvaient en mauvaise posture face à cette horde de robots cartoonesques, Spider-Cochon classique crée une tornade avec son bras, tout va bien, je le redis, et renvoya Dr. Doom et ses Duckbots dans la faille. Alors que Spider-Cochon faisait son malin du fait de les avoir réexpédiés chez eux, il se fait écraser par un objet énorme. C'est alors que 2 robots géants atterrissent dans l'univers de Spider-Punk. Le premier était un Spider-Robot, l'autre était un Octorobot contrôlé par le Dr. Octopus. Les Web Warriors attaquèrent alors l'Octorobot, mais en vain. Mais soudain, l'équipe des Spider-Man se retrouvèrent séparés dans différentes dimensions. Spider-Punk resta sur sa planète en compagnie de Anya Corazon, alias Spider-Girl, et de Mabel Riley, alias Lady Spider, et du Spider-Robot géant. Afin de contacter le Karn du présent qui était à peine devenu Master Weaver, qui donc, je le rappelle, dirige la toile de la destinée et peut ainsi entrer en contact avec tous les autres tisseurs, ils utilisèrent le robot géant dans le but d'envoyer un message aux autres Spiders et permettre aux Spider-Woman de rentrer dans leurs dimensions respectives. Bien plus tard, alors qu'il était de nouveau rentré dans sa dimension et qu'il faisait sa loi face à un criminel du nom de Eric Masters, un éclair frappe de plein fouet ce dernier qui était déjà à terre. C'est alors qu'arrive Kang le Conglomérator, un variant du Kang de la Terre 616 mais venant de la Terre 34295, et explique à Spider-Punk que dans son univers en 2099, il a fondé une entreprise spécialisée dans la vente de produits dérivés sur Spider-Man comme des comics, des peluches, des t-shirts et même des films. Obi, n'appréciant pas avoir été transformé en produit marketing, bah ouais parce que quand t'es punk t'es anti-société de consommation, attaque l'armée de peluches vivantes de Kang. Je vous dis, tout va bien encore une fois. Malheureusement, Spider-Punk éprouve quelques difficultés face à cette foule et décide donc de prendre la fuite. Il demande par la suite à Captain Anarchy de lui donner une cassette un peu particulière ayant pour but de réveiller une bombe atomique. Après avoir récupéré la dite cassette, Obi va à la rencontre de Robbie Banner pour lui demander de l'aide.
Malheureusement, Banner refuse, ce qui fait que Obi repart de cette entrevue la queue entre les jambes. Mais alors que Spider-Punk retourne affronter Kang à lui tout seul, Robbie écoute la fameuse cassette que Obi lui avait donnée pour réveiller le géant de jade qui était en lui. Et oui, c'était lui la bombe atomique. Hulk apparaît alors et écrase Kang de toutes ses forces. Kang essaiera de se défendre face au colosse, mais il ne fait clairement pas le poids face à ce dernier. Après avoir été vaincu, Spider-Punk demanda à Kang pourquoi il l'avait choisi. Mais alors que Kang était sur le point de se téléporter pour retourner dans sa dimension, il expliqua à Obi qu'il allait mourir jeune comme toutes les grandes rockstars. Entre temps, en juin 2022, Spider-Punk obtient sa propre série de comics. Dans cette série, il a affaire à la ramification de son monde suite à la mort du président Osborn par sa main. Le chaos est omniprésent dans les rues avec Norman et ses forces spéciales retirées de l'équation, et c'est donc à Spider-Punk et à ses acolytes de ramener l'ordre. On voit même Kraven essayer de foutre le bordel dans les rues et tout, c'est n'importe quoi. Mais entre temps, un mercenaire du nom de Taskmaster a été engagé pour éliminer Spider-Punk et débarrasser la Spider-Base que Obi avait établie au Brooklyn Community Center, qui se trouvait au sommet d'une installation secrète laissée par Osborn. Et d'ailleurs, on découvrira par la suite que l'employeur de Taskmaster n'est nul autre que Norman Osborn justement, qui n'était pas réellement mort. En effet, sa tête avait survécu grâce au symbiote de Venom. Et voilà les beignets, cette troisième vidéo de la Spider Society sur Spider-Punk est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos qui arrivent. N'hésitez pas à partager la vidéo et surtout, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire quel Spider-Man vous voudriez que je traite dans les vidéos à venir. La prochaine vidéo sera sur Miguel O'Hara, alias Spider-Man 2099, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui. C'est vrai que cette vidéo sur Spider-Punk était un peu courte, parce qu'il n'avait pas trop de séries à lui jusqu'à récemment. Alors que Spider-Man 2099, il va y avoir plus de contenu, donc elle devrait être un peu plus longue. Et après le Spider-Man 2099, je passerai à vos suggestions de Spider. J'en ai déjà quelques-unes que je vais traiter. J'ai commencé à faire un ordre précis. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres idées de Spider que vous voudriez que je traite. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye les beignets!